Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce. Et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau. Cette semaine au programme, on va se promener en forêt avec un conducteur de chien de sang. Ensuite, on va en apprendre un peu plus sur l'orignal, une facette qu'on connaît un peu moins. Et pour finir, on s'en va parler de canne à pêche avec Benoît Farcy. De plus en plus, on entend parler des chiens de sang. Qu'est-ce que ça fait? Qui sont les personnes qui s'en occupent, les fameux conducteurs de chiens de sang? Eh bien, aujourd'hui, on s'en va en forêt ensemble pour rejoindre Patrick Alexandre. On va en apprendre sur les techniques, on va en apprendre sur ces chiens qu'il adore, c'est quelque chose de beau à voir. On va traquer un animal en forêt. Restez avec nous, ça va être un beau moment qu'on va passer. Good girl, ma fille, good girl! Good girl! Ouais, ouais, ma fille! Good girl! Les chiens de sang gagnent en popularité au Québec. On peut dire qu'ils ont révolutionné le monde de la chasse. En fait, un chien de sang, c'est un chien éduqué pour pister les gros gibiers blessés. On l'utilise dans le but de localiser une bête atteinte par un projectile et devenue introuvable par le chasseur. Patrick, conducteur de chien de sang, on va passer du bon temps ensemble, on l'espère, avoir des calls, de l'action ensemble. Merci de me recevoir dans ton territoire, je suis bien content. Ça me fait plaisir. Voudrais-tu me présenter tes chiens? C'est des rouges du Hanovre. Ça a été développé en Europe, en Allemagne, plus précisément dans la région de Hanovre. Puis c'est des chiens qui ont été conçus pour la recherche au sang. Fait que, puis j'ai été attiré par le caractère, les traits faciales. Je tombe en amour avec cette race-là. Pas parce que je suis capable de dire que c'est meilleur qu'une autre race, juste parce que je tripe sur cette race-là. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, ne sait pas c'est quoi un conducteur de chien de sang. Comment on peut lui présenter ça simplement? Là? On est le meilleur ami des chasseurs. Simplement, c'est ça. Ils ne savent pas, mais quand ils vont nous rencontrer, on va être des personnes d'exception qui vont avoir fait partie de leur chasse. Justement, j'effectue mon tir. Je le trouve pas, la noirceur embarque. C'est là, toi et ton équipe, tous les conducteurs de chiens de sang, vous embarquez dans le mouvement. C'est sûr que oui, on travaille souvent de soir, souvent de nuit, de jour, le matin, ça arrive aussi, là, les journées de pluie, les journées qui n'ont pas d'indice, mais la majeure partie du temps, on va travailler de soir, de nuit. Là, ça prend l'équipement nécessaire, les GPS, une bonne connaissance de GPS, parce que quand moi je m'en vais avec toi dans le bois, mais ma priorité, c'est d'essayer de trouver ta bête, mais après ça, il faut que je te sorte. Il y a plusieurs choses qui affectent une recherche pour un chasseur, qui empêchent d'avancer. Ouais. Parce que c'est du compte-goutte. Si tu n'as même pas la goutte qui te permet d'aller à l'autre goutte, qui te dit vraiment, ah, la trace que je suis, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que le chien a besoin de voir le sang pour faire son travail? C'est vraiment faux. C'est une adrénaline que le gibier déploie, qui dégage au niveau des pattes. Tout conducteur va être capable de le dire que ils vont faire des tracks des fois qu'il n'y a aucun sang. J'en ai encore fait une samedi après-midi, un tir de fouet, aucune goutte de sang. J'avais pas la flèche,
Le gars l'a tiré à 6 mètres. Il était debout sur une souche. L'orignal est arrivé. La flèche a passé bon en bord. Il dit, regarde, là, je peux pas te dire où, ça s'est tellement fait vite, mais j'ai entendu le ploc. Ouais. J'ai mis ma chienne la plus expérimentée là-dessus parce que là, j'avais vraiment aucun indice. Elle est partie, elle a embarqué dans le chemin, elle m'a fait un 1000 pieds dans le chemin, puis après ça, elle est rentrée dans le bûcher, puis elle est allée le chercher. J'ai jamais vu un indice. Là, je suis à la ZEC Chapet. Je suis avec Patrick Alexandre. On espère avoir des calls bientôt. Il faut savoir, souvent, les chasseurs, lorsqu'il y a de la lumière, ils vont chasser. Puis des fois, à la dernière seconde, ils vont tirer sur une bête. Puis là, ils la trouvent plus, il fait noir. Les problèmes commencent. Ça dépend pour qui. Pour des gars comme Patrick Alexandre, c'est là que ça commence à être le fun. Quand on est fébrile, on attend, on est sur le hold. Pendant la soirée, je visite la cabane à Simon. Toutes les chasses de la famille y sont répertoriées. Les murs sont remplis de photos de souvenirs. La première soirée est finie. Aucun appel. Par contre, on a passé vraiment du bon temps. On était bien reçus, on a bien mangé. Maintenant, on va aller se coucher en espérant avoir un call bientôt. On va être vraiment prêts. Le téléphone vient de sonner. Pat, il y a eu un call. On a un job à faire un matin. On est prêt. Ça tombe bien. On s'en allait pour ramasser nos choses. On arrivait limite là, dans nos objectifs. Puis là, on se prépare. On pack les petits. On s'en va au lac de l'Est. On est bien contents. On est ready. Go. On va aller voir si c'est couché. Ben non, si on est sur un tir de chair, tir de patte, c'est ce qu'on va aller voir. T'es là. Continue direct, là. Mais là, c'est là que t'as tiré? Non, c'est de suite en face, là. C'est en forêt. Peux-tu me dire un peu, c'est quoi le type de call que tu as aujourd'hui? Ben là, on peut faire beaucoup d'hypothèses, mais moi, le type de call, c'est sûr, c'est sur un orignal à la flèche tiré de l'avant vers l'arrière. On ne peut pas se fier au chasseur parce que le chasseur, il n'a pas vu la flèche rentrer. Il l'a suivi sur à peu près 1000 pieds. Okay. Fait qu'on va voir. Dans le 1000 pieds, je vais essayer de me faire une base, là, mais le 5 quand même bas. Fait qu'il faut que moi, je sois capable de déterminer, OK, il est à cette hauteur-là, on est sur une traque. Ça va déterminer la hauteur de la blessure sur la bête. C'est ça, je vais essayer de déterminer ça, puis je vais essayer de voir, de me rendre à une couche si c'est couché. S'il se couche pas, ben... c'est d'autres scénarios. C'est d'autres scénarios, c'est ça. On va piquer carré là, on va tomber entre les deux waypoints que j'avais mis. Fait qu'on part. On y va. Ok, vite, ma fille. Descends. Ouais, good girl. Comme là, ce que ça a fait ce matin, là, c'est seulement un craquement. Ça fait crao. Mais ça, pour moi, c'est une réponse. Oui. Il y a une présence. Il y a une présence, il y a quelque chose. Fait que je me suis accoupé, puis j'ai recollé une deuxième fois, jusqu'à temps que j'aperçoive là, un mâle là, qui robait des branches. Fait que là, j'ai décoché mon tir.
J'ai beaucoup de sang, mais là, à un bon moment donné, quand tu suis le sang là, sur 1000, 1500, 2000 pieds, maintenant, il faut que tu arrêtes, là, parce que quand tu vois que ça ne fonctionne plus, il ne faut pas hésiter à avoir un chien de sang. C'est ça que je fais. Ça va en montant, tourner comme ça. Fait que là, il faut suivre le sang en allant vers le bas. Jessie, Parfait. oui. Qu'on est prêt. Good girl. Fait que ça a frotté ici. Fait que tu sais, au début, on n'avait pas beaucoup, il passait pas dans le sale beaucoup. Mais là, on est capable de dire là, que la flèche là, est rendue. J'en ai essayé, non? Elle était à hauteur de mon nez. Là. Fait qu'on est rendu à 5 pieds, pas loin de 5 pieds 6 pouces. Là. Fait que, puis dans le devant, pas dans le côté, là, être ici. Parce que ton sein est toujours à droite. Regarde, tu n'as pas de l'autre bord. Tu n'as rien, jamais. Toujours au côté gauche. Haut. Ça, je te disais au départ. Oui. Dans une zone qui est probablement coup devanture de l'épaule. Oui. Là, on est proche de 3 km de fête. C'est jamais couché. Là, on arrête la recherche parce que là, il n'y a plus de saignement. Là, le diagnostic est confirmé. C'est jamais couché. T'sais, l'information de base que j'ai aussi, il ne se couche pas. Il se couche pas, donc on est dans une blessure de chair, une blessure qui est non mortelle, entre guillemets. Elle est non mortelle. Elle aurait pu être mortelle, advenant le cas qu'il aurait sectionné une artère principale. Mais on ne serait pas rendu à cette distance-là. Là. Souvent, quand on va récupérer des tirs de coups, ils vont faire 1 km, 1 km 2, 1 km 5. C'est à terre. Il n'y a plus de sang, c'est vidé. Là. Puis ça m'a pris quand même un 3 km là, avant de confirmer vraiment. Là. Parce qu'il ne marchait pas dans les branches. C'était toujours dans un bois, dont peuplement 50 ans et plus. Là. Fait que il n'y a pas de sous-couche. Fait qu'on n'était pas capable de confirmer la hauteur du sang. J'avais juste une information qui était à peu près à 4 pieds. Fait que moi, tant que je disais 4 pieds, la hauteur est bonne, 4 pieds, la hauteur est bonne, pour le moment. Ouais. Mais ça a été rendu à 3 km et quelques, là, j'ai commencé à avoir des segments beaucoup plus hauts, là, des traces de sang, sur des branches que normalement, en passant, ils frottent. Fait que l'orignal, lui, là, il a parti un certain moment donné au trot. Il a ralenti sa course, si on veut, pour marcher. Toute la pointe de bois qu'on a faite, là, je le voyais en marchant. Là. Puis ici, là, on est rendu encore en marchant. Fait qu'il a traversé là, il va se retourner dans encore du peuplement, là, 50 ans. Là, il va aller se trouver une place, là, passer le restant de sa journée. Puis il va continuer sa routine. Là, des fois, oui, on a des pertes. Je veux dire, on trouve pas l'animal, puis il y a du monde, il y a des déceptions, mais je les vis, ces déceptions-là, puis je les vis personnellement parce que c'est plate. J'aime pas ça de dire au chasseur, ben ton tir, il est pas bon. Ah, non, il était bon. Non, il est pas bon. Regarde, tous les indices nous démontrent que la flèche a passé dans le devant, puis non. Lors de notre visite avec l'équipe de tournage, aucune récupération de gibier n'a été faite. Cependant, quelques heures après notre départ, Patrick et ses chiens étaient à nouveau en forêt et bien sûr, le succès était au rendez-vous. Il m'est arrivé quelques fois en me promenant, et j'ai en tête particulièrement le secteur de Chibougamau, au printemps, de voir des orignaux tout près en bordure de route. L'orignal a besoin de minéraux. Il a besoin de minéraux, puis à la limite, il peut le retrouver en bordure de route s'il n'en trouve pas dans la nature ou si c'est plus facile pour lui.
Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas au niveau de l'orignal. Et puis, on va en parler tout de suite avec notre spécialiste. L'orignal, c'est une espèce qui est reconnue pour se nourrir plus dans la strate arbustive. Le cerf de Virginie va être plus dans le détail. Il va manger au niveau de la strate herbacée, des petites plantes. L'orignal, un peu de petites plantes, mais surtout dans la strate arbustive. Donc, l'orignal va manger des essences d'arbres ou d'arbustes, comme par exemple l'érable à épis, les saules, le bouleau, le peuplier faux-tremble. Donc, c'est le cerisier également. Donc, c'est des espèces, c'est ça, qui sont souvent en régénération dans des milieux ouverts, des espèces de début de succession. Donc, ça, c'est ce qui constitue la base de son alimentation. L'été, il va manger les feuilles de ces espèces-là, parce que c'est ce qui est le plus nutritif, c'est ce qui est le plus facile à digérer également. Puis, l'hiver, bien évidemment, les feuilles vont tomber. Et puis là, il va se rediriger toujours sur les mêmes essences, mais il va brouter à ce moment-là la ramille de ces arbustes-là. Et puis, chose assez spécifique aussi de l'orignal, qui le distingue aussi du cerf de Virginie, c'est que l'orignal mange une bonne proportion de sapins durant l'hiver. Des fois, il tombe sur un individu, un sapin, puis on peut voir ça, là, il l'épluche quasiment de haut en bas. Il va aimer se nourrir, là, surtout à la fin de l'hiver, au printemps, début de l'été, de plantes aquatiques. Donc, c'est que quand il va sortir de l'hiver, il va avoir un déséquilibre ionique. Puis pour combler ce déficit-là en minéraux, bien, il va aller se nourrir de plantes aquatiques, notamment, pour donc rééquilibrer, si on veut, là, son système. Et puis, c'est le moment de l'année aussi, on les voit parfois au bord des routes, là, se nourrir là, dans les mares salées, là, en bordure des routes. Principalement le calcium et le phosphore aussi, là, le phosphate, en fait, là, qui sont les éléments qu'ils recherchent dans ça. Là, on va parler de pêche. On va parler d'une situation qui nous est tous arrivée, à nous ou à un ami. Regardez-moi la canne à pêche ici, là. Un petit bout cassé, puis ça arrive jamais au bon moment. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas. Notre premier réflexe, on va dire « Ah, bien, la canne à pêche n'est pas bonne, j'en veux un autre. » C'est peut-être pas nécessairement ce qui s'est passé. On va en parler avec mon ami Ben Farcy. J'ai déjà travaillé dans un magasin de chasse à pêche. Je n'avais juste pas idée de la quantité de personnes qui rentrent dans le magasin avec une canne brisée et qui nous disent « Le poisson a pété ma canne ». C'est rare, c'est rare. J'ai jamais vu un poisson sauter à pieds joints sur une canne encore. C'est pas le poisson qui brise la canne. C'est souvent les manipulations avant d'arriver sur l'eau qui vont briser la canne ou encore en bordure de la rivière. Fait que les cannes de nos jours, la plupart sont faites en fibre de carbone, donc de très haute densité, très léger, très sensible, de très bons avantages. Malheureusement, c'est assez sensible au choc. Donc, il faut faire attention à ne pas les cogner sur la route en bordure de rivière. Et donc, on ne les dépose pas dans les roches idéalement. Puis, sur un bateau aussi, des sur fois. Sur le bord d'un bateau, oui. C'est vraiment coupant pratiquement là, un bord de chaloupe. Donc, ça va venir mettre une pression à un endroit sur la canne. Ça peut créer des micro-fissures. Ici, j'ai une canne donc, qui est assez solide. On peut la plier beaucoup. On voit que c'est pas le poisson qui va briser ça. Là. On s'est amené une roche pour simplement donner l'exemple. Si jamais je remets la même force que tout à l'heure dessus, normalement, elle va casser. Donc, j'avais la même tension que tout à l'heure. Puis là, on l'entendait déjà craquer quand j'ai commencé à mettre de la pression. Donc, ça vient créer simplement une micro-fissure dans le carbone, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une faiblesse. Et à ce niveau-là, quand on va venir mettre une tension, par exemple en soulevant le poisson en dehors de l'eau, ou encore en ferrant très fort, ou en restant pris dans le fond, bien, ça va venir briser notre canne. Donc, la morale de l'histoire, c'est simplement de faire attention. Quand on va déposer notre canne et quand on va la transporter aussi, ça coûte vraiment pas cher de mettre simplement une enveloppe par-dessus et ça va vraiment rallonger la durabilité de nos cannes.
C'est la conclusion de l'émission. Ça a passé bien trop vite. On en a appris beaucoup ensemble cette semaine. On est allé en forêt. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis certain que c'est pareil de votre côté. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très bientôt.